Eh bien, écoutez, on va vous proposer de commencer. Donc déjà, bonjour à tous. On est vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire annuel consacré aux indexations tarifaires. Alors, c'est la sixième année qu'on organise ce webinaire. On sait que c'est un rendez-vous que vous attendez et d'ailleurs, on voulait déjà vous remercier pour votre fidélité. Vous avez été plus de 450 à vous inscrire. Vous êtes là aujourd'hui, quasiment 200 à nous suivre. On sait aussi qu'il y a des gens qui s'inscrivent parce qu'après, on va pouvoir vous envoyer le webinaire ainsi que les slides qui seront présentés. Donc voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, on ne va pas vous cacher que c'est l'année où ça a été le plus complexe pour nous de préparer ce webinaire. Alors, notamment dans ce contexte incertain. Incertain, on en reparlera, mais notamment en termes d'évolution réglementaire, en termes aussi de calendrier, parce que nous, on organise ce webinaire tous les troisième jeudis de septembre, hein. On a cette date depuis 5 ans, mais par contre, les calendriers des complémentaires santé, elles ont évolué. Et aujourd'hui, il est complètement impossible de voter des indexations en juin comme ça avait pu l'être par le passé. Donc voilà, mais on reviendra sur ces éléments et puis rassurez-vous, on a bien sûr des chiffres à vous communiquer. Alors peut-être d'abord on va se présenter avec Anaëlle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Blanc-Vanet, je suis associée du cabinet Actuelia, actuaire depuis bientôt 15 ans. J'ai toujours été consultante et spécialisée dans les problématiques des complémentaires santé. Je suis intervenue dans des structures variées, dans des missions variées, que ce soit dans des mises à disposition ou dans des missions en interne et sur les problématiques de complémentaire santé, notamment bien sûr la tarification, le suivi technique, les processus de souscription et bien sûr le processus d'indexation tarifaire, sujet de notre webinaire de ce matin. Alors, je suis accompagnée ce matin et pour la première fois d'ailleurs Oui. d'Anaëlle, qui est spécialiste au cabinet des sujets de tarification et suivi technique. Alors bonjour à tous, je suis ravie également de vous retrouver ce matin à l'occasion de notre mythique webinaire annuel autour des indexations tarifaires. Donc moi je suis Anaëlle Bouzaglou, consultante senior au sein du cabinet Actuelia depuis 5 ans et je travaille avec Camille depuis mon arrivée sur tous les sujets qu'elle vient d'énumérer et on a eu jusque-là l'opportunité, la chance d'accompagner plus d'une cinquantaine d'organismes sur tout ce spectre tarification-souscription en santé, aussi bien en collectif qu'en individuel et notamment sur tous ces sujets complexes, mais qu'on doit dire qu'on affectionne tout particulièrement autour des indexations. Alors peut-être on va en profiter pour dire quelques mots sur le cabinet. Alors, hop, j'essaye de changer mes slides, mais ça ne passe pas. Alors je vais vous en parler le temps qu'on règle ce problème. Le cabinet Actuelia, pour ceux qui ne nous connaissent pas, a été fondé en 2013. Donc on entame notre 13e année. On est aujourd'hui une quarantaine de consultants, tous actuaires, ce qui fait aussi une des spécificités de notre cabinet. Ce qui nous caractérise, au-delà de notre technicité, pour ceux qui nous connaissent, vous devez savoir, c'est aussi notre pédagogie, notre façon de vulgariser des mots techniques, des domaines techniques, et c'est ce qui est particulièrement aussi apprécié de nos clients. On travaille pour différents types de structures, des mutuelles, bien sûr, des assureurs, des institutions de prévoyance, et puis également parfois des courtiers, des partenaires. Ce qui fait aussi la richesse de ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous êtes, comme j'ai dit, un peu plus de 200. Et sur ces 200, on va finalement avoir plusieurs types finalement d'auditeurs. On va avoir des actuaires, des commerciaux, des équipes commerciales, des courtiers, peut-être même des fonctions clés conformité parce qu'on va avoir le sujet de la conformité, peut-être voilà, également des gestionnaires. Donc on est aussi heureuse avec Annelle d'animer ce webinaire qui va être écouté finalement par différents types de profils. Alors oui, si je peux aussi ajouter un petit peu en termes de domaine d'expertise, où est-ce qu'on intervient? Si on se concentre sur l'assurance de personnes, on intervient finalement sur toute la chaîne de valeur, que ça soit de la création du produit, de la refonte de gamme de produits, à la souscription, au suivi technique et également à l'accompagnement des travaux de la fonction actuarielle qui est vraiment mêlé à tous ces sujets-là. Et à côté de ça, on réalise aussi de nombreuses formations à destination des équipes techniques, des actuaires, des équipes commerciales
Et puis aussi des administrateurs sur tous ces sujets, parce que, il faut avoir en tête que vos administrateurs doivent finalement chaque année valider le taux d'indexation. Et donc c'est souvent important en amont, de bien les sensibiliser sur les enjeux de ces indexations. Après toutes ces petites présentations, je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, hein, vous l'aurez compris, ce matin, bien sûr, l'idée, c'est de répondre à cette fameuse question, quelles indexations tarifaires pour 2026? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'indexation tarifaire va se fonder sur plusieurs éléments. Des éléments de contexte. Et là, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, on va y retrouver la dérive des dépenses, les évolutions réglementaires et l'inflation, mais aussi des éléments stratégiques. Et là, on pense à vos objectifs de développement et de fidélisation dans un environnement plus que concurrentiel. Et bien entendu, hein, des éléments techniques avec les perspectives de vos résultats 2025. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on détaille ensemble, petit à petit, ces différentes composantes au cours de notre présentation pour aboutir aux chiffres à retenir pour cette année. Alors, comment va se dérouler cette présentation? Donc, comme le disait Anaël, hein, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter les indexations tarifaires au regard de ces différents éléments de contexte. Et nous, on va essayer de vous présenter les éléments et donc les analyses à prendre en compte dans vos réflexions sur les indexations tarifaires. Je sais que beaucoup attendent aussi ce webinaire pour valider les indexations. Donc, on va essayer de répondre au maximum à ces questions, même si, voilà, comme je l'ai dit, ça a été compliqué parce que peu d'acteurs ont encore communiqué. Il y en a eu certains. On a aussi fait, nous, des analyses, des benchmarks qu'on va vous partager. D'ailleurs, pour les analyses qu'on va vous proposer, vous allez voir dans la première partie, on va revenir sur la consommation passée et les tendances 2025 sur les 8 premiers mois. Il faut avoir en tête que toutes les analyses qu'on vous présente, elles se fondent sur les données de nos clients. Donc, on accompagne aujourd'hui une cinquantaine de complémentaires santé. On a enrichi ces observations également avec ce qu'on peut observer sur le marché, ce qu'a pu communiquer la presse, nos partenaires également. Mais il sera possible que les chiffres qu'on vous présente soient finalement peut-être éloignés de vos portefeuilles. Parce que finalement, en fonction de la typologie de votre portefeuille, en fonction de la zone géographique, en fonction de la part de régime local, régime général, vous allez peut-être avoir des chiffres différents. Et l'idée, ce sera de confronter finalement nos analyses à vos propres chiffres. Et donc, n'hésitez pas à vous inspirer des études que l'on présente pour les comparer avec votre portefeuille. Donc ça, voilà, la première partie, on sera vraiment sur la consommation passée. Et puis dans la deuxième partie, c'est Annelle qui vous présentera que peut-on attendre pour 2026. Là, finalement, au 18 septembre, voilà, quels sont les premiers signaux, quelles sont les incertitudes. Dans notre troisième partie, on a décidé cette année de faire un peu un pas de côté, en prenant un peu d'auteur et en se disant que finalement, derrière tous ces chiffres, il y a des assurés, et donc de se consacrer quelques instants à leur comportement et leurs attentes à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, dans la dernière partie, on présentera les indexations tarifaires, les éléments qu'il faut avoir en tête et à prendre en compte en santé, les acteurs aussi qu'il faudra que vous, dans vos structures, vous impliquiez. Je pense évidemment à la fonction clé actuarielle, mais vu le contexte incertain réglementaire, la fonction conformité, et elle aussi, devrait être elle aussi beaucoup sollicitée. Alors, il y a des questions-réponses. N'hésitez pas, je pense qu'on répondra plutôt aux questions à la fin. Mais voilà, si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à les poser, puis on y reviendra à la fin. Alors, si on commence par l'analyse de la consommation passée et les tendances 2025. Alors déjà, on a trouvé intéressant de vous projeter les résultats techniques des complémentaires santé sur les dernières années. Là, vous voyez, on vous projette à gauche le ratio prestation sur cotisation de 2019 à 2023, qu'on a isolé du ratio frais de gestion, là aussi projeté de 2019 à 2023, puisque ces deux composantes, hein, P sur C et taux de frais de gestion, vont expliquer le résultat technique. Alors finalement, ces graphiques, si on les somme, vous voyez par exemple si on prend l'année 2022, 81% plus 20% de taux de frais de gestion en moyenne, bon, on voit que les équilibres techniques sont assez fragiles sur la complémentaire santé. Et on a trouvé important de le préciser parce que ce, malgré tout ce qu'on peut attendre dans la presse, notamment on a parlé de taxes, on a parlé les mutuelles sont riches, bah, voilà, je trouvais que c'était bien de se redire, d'accord, mais que disent vraiment les chiffres?
Et les chiffres, ça montre quand même une fragilité des résultats techniques ces dernières années, avec notamment pour la première fois un résultat technique déficitaire en 2023 d'environ 0,4% des cotisations sur le domaine de la complémentaire santé. Au-delà de ces équilibres fragiles, on a voulu également distinguer la notion de P sur C de la notion de frais, parce qu'à notre sens, il y a peut-être un levier à activer sur les frais de gestion, parce que si on observe au global et qu'on fait une moyenne globale des frais de gestion en environ de 20%, ça cache derrière des hétérogénéités, parce que nous, on travaille encore avec certaines complémentaires qui ont des taux de frais de gestion à 10%, donc ce qui est quand même très bas par rapport au reste du marché, et d'autres qui vont être plus hauts à 30%. Et donc, je pense qu'il y a, ces frais de gestion peuvent être un levier, notamment dans ce contexte de fragilité des résultats. Alors maintenant, si on regarde la consommation passée, mais un petit peu plus récente, donc je vous propose qu'on se positionne d'abord sur l'année 2024. Alors, en 2024, si on regarde sur la droite, en termes d'indexation tarifaire, les indexations tarifaires avaient été assez soutenues, avec une moyenne de 8,1%. Ce 8,1%, il était soutenu, mais il devait servir à compenser les dérives de prestations qu'on estimait élevées. Finalement, et là on se revient sur la gauche, nos analyses, c'est-à-dire si on regarde toutes les données qu'on a pu avoir de nos clients, qu'on a, comme je vous l'ai dit, enrichies de ce qu'on a pu voir dans la presse, nous, on est autour d'une dérive entre 4 et 5%. Alors, la FNMF estime une hausse un peu moins élevée. Alors, nous, on a revalidé nos chiffres et nous, nos clients, et comme je vous ai dit, on en a quand même une cinquantaine, sont plutôt autour de 4 à 5%. C'est peut-être aussi un écart de périmètre dans l'analyse. Donc là aussi, hein, je vous invite à regarder pour vous cette année. Et finalement, bah, ce 4 à 5%, il est soutenu, mais moins élevé que l'indexation tarifaire. Et finalement, le fait que ce soit soutenu, bah, ça s'explique par l'évolution naturelle des dépenses de santé, les évolutions réglementaires, notamment sur les médecins où la base de remboursement était passée de 25 euros à 26,50 euros, sur la convention médicale en santé, en dentaire qui continuait finalement d'impacter les prestations. Par contre, moins élevé que celle estimée, suite finalement au gel des évolutions réglementaires. Pour rappel, en 2024, on était dans un contexte de dissolution, de gel du gouvernement. Bon, finalement, un an et demi après, on est finalement dans le même, quasiment dans le même contexte. Ouais. Mais c'est ce qui avait pu expliquer qu'en 2024, les dérives avaient été moins importantes. Et c'est d'ailleurs la conclusion qu'on avait donnée dans notre webinaire l'année dernière quand on observait les 8 premiers mois de l'année. Donc finalement, une dérive moins importante que celle estimée qui a conduit en 2024 à des résultats globalement excédentaires chez les complémentaires santé. Alors, si on regarde maintenant les indexations tarifaires de 2025. En 2025, les tarifs des complémentaires santé ont augmenté en moyenne de 6%. 5,3% pour l'individuel, 7,3% pour le collectif. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'avait communiqué Actuelia lors de son précédent webinaire. On n'avait pas communiqué exactement 5,3 et 7,3, mais si on regarde nos fourchettes dans le petit encadré gris, sur l'individuel, on estimait que le marché serait entre 5 et 6% hors FEH et sur le collectif entre 7 et 9%, y compris revalorisation du PMSS. Donc vous voyez hein, qu'on était assez proche finalement de ce qui s'est passé. Notre boule de cristal de l'année Elle dernière était assez fiable. était effectivement assez fiable. On a voulu aussi vous présenter l'évolution des indexations tarifaires sur les dernières années pour voir qu'effectivement, les indexations tarifaires sont de plus en plus soutenues. Et on y reviendra notamment quand on parlera des attentes et du comportement des assurés, parce que le coût financier des complémentaires santé devient un vrai sujet. Ça peut faire polémique. C'est aussi un des sujets en ce moment d'actualité, hein. Aujourd'hui, avec Annelle, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une presse spécialisée ou non d'ailleurs qui va évoquer les futures indexations tarifaires parce que ça reste une source d'inquiétude pour les Français. C'est ça. Alors, les indexations tarifaires, la question pour 2025, c'est est-ce qu'elles vont être suffisantes? Est-ce qu'elles sont aussi justifiées? Et effectivement, quand on regarde les premières tendances 2025 sur les 8 premiers mois de l'année, on observe, d'après nos études, que la dérive des prestations devrait se situer
entre 4,5 et 5,5% par rapport à 2024. Donc finalement, assez cohérent avec les indexations tarifaires. Alors, ça s'explique finalement cette dérive qui est soutenue. Elle va s'expliquer par plusieurs éléments. Déjà des éléments réglementaires sur lesquels je reviendrai la slide d'après, et puis aussi des éléments finalement conjoncturels avec notamment l'épidémie de grippe qu'on a pu voir sur les premiers mois de l'année et qui a conduit à une augmentation des soins courants, notamment sur le poste médecin et également des postes hospitalisation. Alors, je voulais aussi m'arrêter et attirer votre vigilance sur le post-hospitalisation, parce qu'en 2025, on a plusieurs acteurs, et donc là aussi, il faut regarder si vous en faites partie ou pas, plusieurs acteurs qui ont mis en place le projet ROC. Alors, qu'est-ce que c'est le projet ROC? C'est un dispositif euh, finalement informatique qui va permettre de faciliter la facturation entre les hôpitaux et les complémentaires santé. Et ça a pour conséquence, et c'est tant mieux, de réduire considérablement les délais de facturation entre les hôpitaux et les complémentaires santé. Mais ça aussi pour conséquence, si on paye plus vite, finalement, sur le premier semestre, j'ai des complémentaires qui m'ont appelé en me disant, ouh là là, le post-hospitalisation a explosé chez nous. Et en fait, non, quand on a regardé un peu plus en détail, c'est plus que des factures qui habituellement arrivaient sur le deuxième semestre sont arrivées plus tôt suite à la mise en place justement de ce dispositif ROC. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est déjà, est-ce que votre dispositif ROC, il est mis en place ou non? Et s'il est mis en place, est-ce qu'il y a bien eu des impacts sur les paiements en hospitalisation? Et si oui, il faudra vraiment être vigilant. Et là, je m'adresse à vos fonctions clés actuarielles au moment du provisionnement. Parce qu'il ne faudra pas surprovisionner, il faudra bien prendre en compte le fait que les cadences de règlement sur le post-hospitalisation ont évolué par rapport aux années précédentes. Donc voilà, si vous faites partie des structures qui observent une dérive supérieure à ce 5,5%, ça peut aussi venir de là. On ne peut pas vous parler de 2025 sans évidemment vous parler de la taxe exceptionnelle. Il y a encore eu un article hier, encore un article avant-hier. Nous, on a des contacts à la FNMF. Aujourd'hui, rien n'est acté, mais ça semble quand même être dans les tuyaux. Même si certains, pour avoir aussi échangé, là aussi je vous invite à vous adresser à vos fonctions clés conformité, mais certaines fonctions clés conformité disent que c'est pas complètement constitutionnel d'appliquer cette taxe. Donc voilà, ça reste quand même un sujet. Sujet, ouais. Il y a une incertitude. Là où il n'y a pas d'incertitude, c'est que le montant serait véritablement, enfin, a priori de 2%. La FNMF a peut-être dit 2,05%, mais voilà, on est sur le trait, mais autour de 2% et devrait être voté d'ici la fin de l'année. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, cette grosse incertitude qui agit un peu comme une épée de Damoclès, si elle est appliquée ou non, pourrait venir mettre à mal complètement l'équilibre technique des organismes. Parce qu'aujourd'hui, les indexations tarifaires de 6%, elles sont cohérentes avec la dérive de santé, mais elles ne prennent pas du tout en compte l'application de cette taxe exceptionnelle. Donc là, voilà, c'est quasiment de la veille quotidienne assurée par les fonctions clés conformité. Et puis dès qu'on a la faux, le transmettre aux fonctions clés actuarielles pour tout de suite mesurer l'impact. Et je vous invite même en avance à déjà mesurer l'impact de ce 2% sur vos portefeuilles. Alors, cette dérive, comme je disais, elle est expliquée bien sûr par les dérives naturelles des dépenses de santé et également par la poursuite de la en application de mesures réglementaires. La première, bien sûr, et celle qui a le plus gros impact, c'est l'évolution de la base de remboursement chez les médecins généralistes. Cette base de remboursement qui est passée de 26,50 € à 30 euros. On peut également noter la poursuite des actions de prévention sur le dentaire, notamment pour les plus jeunes, avec le dispositif Les enfants sans carie, donc qui là aussi a un coût pour les complémentaires santé. Et puis enfin, on aimerait souligner l'impact du dispositif Mon soutien psy, l'impact sur les complémentaires santé. Et en même temps, la santé mentale est devenue en 2025 la première cause, enfin en tout cas une des causes nationales du gouvernement. Donc on pourrait presque finalement que se féliciter que Oui. vous, en tant que complémentaire santé, vous participiez à financer ces actes de psychologie. Mais il faut avoir en tête que ça a un impact sur vos portefeuilles et que cet impact devrait continuer à croître. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous dire
pour 2025 avec l'analyse des 8 premiers mois. On va essayer maintenant de voir avec Annelle qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2026 parce que ce soit les éléments de 2025 ou ces premiers éléments de 2026, c'est ce qu'il faudra intégrer dans vos réflexions sur vos indexations tarifaires. Alors effectivement, après ce retour dans le passé et les tendances 2025 présentées par Camille, je vous propose qu'on regarde maintenant les projections et tendances pour 2026 et qu'on détermine finalement les facteurs qui influenceront vos indexations tarifaires. Alors si on se projette vers 2026, il y a plusieurs signaux qui sont déjà visibles à mi-2025 qui vont peser directement sur les indexations que vos complémentaires devront appliquer. Pour commencer, les dépenses de santé qui continuent leur progression. Ces dépenses, elles sont portées à la fois par l'inflation médicale, mais aussi par l'augmentation, pardon, du recours aux soins. Donc mécaniquement, ça va avoir un effet sur les coûts et donc sur les tarifs. Ensuite, on va devoir gérer bien sûr l'évolution du PMSS, qui va venir finalement modifier les assiettes de cotisation et donc venir mécaniquement impacter les équilibres des contrats. Troisième signal, les évolutions réglementaires, bien sûr, hein, on le dira, on le dira pas assez, hein, je pense, dans ce webinaire. Et là, en fait, je vous présenterai en détail dans les prochains slides tout ce qui est posé sur la table actuellement pour 2026. Et le dernier point, et pas des moindres, hein, comme Camille disait précédemment, c'est la possibilité d'une taxe exceptionnelle qui est évoquée, mais non confirmée à ce stade. Mais voilà, si jamais elle est mise en place, elle viendrait alourdir la charge financière de vos complémentaires. Donc finalement, tous ces éléments combinés dessinent bien un contexte où l'indexation 2026, ça va pas simplement être une mesure technique. Elle va devoir anticiper à la fois des chocs réglementaires, fiscaux et structurels et surtout intégrer une forte incertitude par rapport à ce qu'on pouvait observer les années précédentes. Donc si maintenant on regarde chacun de ces éléments, parmi tous ces signaux, il y en a un en particulier qui mérite qu'on s'y attarde, c'est bien sûr le PMSS, parce qu'il a un effet direct sur nos calculs d'indexation. Donc si on rappelle un petit peu l'historique de son évolution, après une longue stabilité jusqu'en 2022, on a connu une série de hausses significatives, hein, plus 6,9% en 2023, plus 5,4% en 2024, puis plus 1,6% en 2025. Pour 2026, alors il y a une évolution de plus 1,9% qui semble être estimée, mais avec une possibilité de gel, hein, parce qu'effectivement cet été on a pu entendre parler d'année blanche par certains ministres, mais voilà, ça reste encore incertain à ce jour et la confirmation interviendra seulement en fin d'année via le PLFSS. Mais donc ce PMSS, c'est oui un élément structurant. Par contre, ça reste à nuancer en fonction de si vos cotisations sont exprimées ou non en fonction du PMSS. Parce que si vos cotisations sont exprimées en euros, bah, l'évolution du PMSS n'aura pas d'impact sur les cotisations collectées. Alors qu'à l'inverse, bah, si vos cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS, selon le niveau du PMSS, ça aura bien un impact sur le niveau de votre chiffre d'affaires. Et aussi d'autre part, mais souvent dans une moindre mesure, mais on pensait que c'était quand même bien de l'avoir en tête, il y a encore aujourd'hui certaines garanties qui sont exprimées en pourcentage du PMSS, même si c'est pas vraiment ce qui est conseillé, mais voilà, aujourd'hui ça se fait encore sur certains postes. Donc celles qui seront exprimées en pourcentage du PMSS, bah, les prestations que vous allez payer vont dépendre de ce fameux niveau. Ensuite, il va y avoir aussi un facteur majeur donc, à intégrer sur vos indexations, c'est bien sûr le cadre réglementaire. Et donc là, en 2026, comme je le disais, il y a plusieurs mesures qui sont déjà sur la table. D'abord, la poursuite de la réforme PSC pour la fonction publique, qui va progressivement élargir le périmètre de la couverture collective. Ensuite, bah, le PLFSS 2026, hein, dont on sait déjà qu'il sera construit dans un contexte de déficit budgétaire important. Et aussi une mesure assez concrète pour les assurés qui va être le doublement du plafond des franchises médicales. Alors, même si ça n'a pas d'impact direct effectivement sur nos remboursements, bah, ça réduit quand même le pouvoir d'achat santé des adhérents et ça pourrait se répercuter indirectement sur les comportements de consommation de soins. Donc voilà pour les trois premières mesures. Mais il ne faut pas non plus oublier les différentes conventions médicales qui vont conduire à justement des revalorisations de tarifs et notamment sur certains spécialistes. Pareil, les réflexions qui sont en cours sur l'extension du 100% santé, sur la revue du contrat responsable.
Donc finalement, c'est autant d'éléments qui pourraient conduire à l'augmentation des prises en charge par vos complémentaires santé, hein. Et d'ailleurs, on a vu, on a pu le voir, hein, les différentes interviews de la ministre Catherine Vautrin étaient vraiment sous cet axe-là, hein, d'économie attendue pour 2026 et qui pourra se faire justement via le biais de transfert de charges. Donc, si on devait un petit peu conclure sur cette scène, on dirait que tout cela, ça illustre bien l'incertitude réglementaire dans laquelle on avance. Et si on voulait la résumer en une phrase, on dirait que ce serait des mesures possibles mais non stabilisées dans un contexte de contraintes budgétaires. Donc, pour fonds complémentaires, qu'est-ce que ça signifie? C'est que finalement, au-delà de l'inflation médicale, il va falloir aussi gérer une instabilité réglementaire. Et finalement, c'est ce qui rend cette année l'exercice compliqué pour la projection d'indexation. Donc là, on a un petit peu parlé, on a un petit peu exposé tous les éléments. Si on devait commencer à entrer petit à petit dans des chiffres, alors voilà comment ça se décomposerait. Alors d'abord, on est face, comme je l'ai dit, à une poursuite de la dérive des dépenses qui reste structurelle. Ensuite, comme je viens de l'évoquer, les incertitudes autour des décisions gouvernementales qui ajoutent une couche de complexité à nos projections. Donc là, d'après nos estimations, d'après ce qu'a l'air de communiquer le marché, ça serait estimé entre 4,5 et 6,5%. Nous, on a l'impression que c'est à peu près 3 d'évolution des dépenses de santé et 2 d'incertitudes réglementaires. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte inflationniste, un contexte incertain. On parle vraiment d'incertitude gouvernementale, hein. Effectivement, on a déjà pu l'observer dans le passé et Camille en a parlé. Il y avait eu un gel des décisions. Et donc, finalement, c'est tout ce contexte qui va être à prendre en compte dans vos indexations tarifaires de cette année. Donc voilà pour les éléments, les premiers éléments en tout cas de chiffres à avoir en tête et on ira un peu plus loin dans la dernière partie. Mais effectivement, ce 4,5 à 6,5% à avoir en tête sur les Voilà. incertitudes réglementaires et dérives des dépenses. Au-delà de ces chiffres, donc comme je vous le disais en introduction, on a eu envie de se faire un peu ce pas de côté et de se dire qu'attendent mes adhérents? Parce que au-delà d'être un payeur, c'est-à-dire de payer des prestations en encaissant des cotisations, la complémentaire santé, à notre sens, doit avoir un rôle finalement Oui, auprès des Français. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de vous présenter dans cette finalement petite oui, parenthèse. petite parenthèse sur les chiffres finalement. Alors, en termes déjà d'accès aux soins et de renoncement. Donc, ce qu'on voulait noter, c'est que malgré une couverture quasi généralisée, en 2023, une étude a montré que près de 6 Français sur 10 avaient déjà renoncé ou différé leurs soins. Et finalement, la première cause évoquée, elle n'était pas financière, mais elle était liée au délai d'attente et à la difficulté pour obtenir un rendez-vous. Ça peut être dans des grandes villes, parce que, notamment, par exemple, on pense à Lyon, où il y a beaucoup d'attentes, mais ça peut être aussi des attentes liées finalement à des déserts médicaux. Et à notre sens, en tant que complémentaire santé, vous avez un rôle à jouer, et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs s'en sont saisis en proposant des réseaux de soins, en proposant des centres mutualistes, en proposant la téléconsultation. Et donc, pour pallier à ce renoncement, les complémentaires santé ont un rôle à jouer. La deuxième raison, le deuxième motif de renoncement, c'est bien entendu la raison financière qui arrive en second plan, mais qui reste significative, et puis qui devrait finalement pas s'arranger, notamment avec le doublement des franchises dont a parlé Anaï. Justement, hein, cause financière, on pense au coût de la mutuelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût de la complémentaire santé est fréquemment cité comme préoccupation numéro un des adhérents. En moyenne, les chiffres donnent qu'un Français consacre environ 600 euros par an à sa complémentaire santé, davantage pour les seniors, et que les hausses soutenues de ces dernières années qu'on vous a présentées ont suscité des inquiétudes, ce qui a pu conduire à des arbitrages dans les comportements. Et c'est pour ça qu'on veut dire finalement le coût financier aujourd'hui des complémentaires santé va avoir un impact sur le comportement de vos adhérents parce qu'on a vu dans des structures des adhérents qui changeaient de gamme, c'est-à-dire qui étaient auparavant sur des niveaux haut de gamme et qui ont basculé sur des niveaux d'entrée de gamme. Et ça a touché des jeunes actifs en bonne santé, mais ça a également touché les seniors pour qui le coût de la complémentaire santé était trop lourd à porter au quotidien. Donc voilà, là aussi, c'est important de voir au-delà de regarder les effectifs, de voir les mouvements d'effectifs, et c'est la fonction actuarielle qui pourra aussi vous aider sur ces sujets-là, et de regarder, voilà, ces tendances de mouvement de portefeuille, de comportement des assurés à l'intérieur même
finalement de vos portefeuilles. En tout cas, la maîtrise des coûts, elle reste un vrai enjeu. Et j'aimerais insister sur un dernier point, c'est qu'elle reste un enjeu, bien sûr pour les assurés, bien sûr pour les assureurs, et également pour les chefs d'entreprise, les employeurs, qui participent finalement souvent pour moitié à la complémentaire santé. Et on le voit hein, dans les échanges, finalement, il y a des chefs d'entreprise qui vont préférer réduire le niveau de garantie pour réduire aussi le coût pour leurs entreprises. Donc c'est vraiment l'enjeu de tous. C'est un enjeu et du coup, considérant que le poids financier est assez important, les adhérents ont des attentes vis-à-vis de leur complémentaire santé et on a même mis des attentes émergentes parce que ce sont des nouvelles attentes, sachant qu'il faut avoir à l'esprit que depuis la résiliation infra-annuelle, le service client est devenu vraiment un facteur stratégique de fidélisation. C'est aussi pour ça qu'on a voulu insister dans ce webinaire pour dire attention, au-delà des remboursements, au-delà du montant de la cotisation, il y a aussi des attentes envers sa complémentaire santé sur d'autres domaines. Alors peut-être que le premier domaine qu'on peut citer, c'est la simplicité d'utilisation. Que ce soit finalement dans la gestion de son contrat, c'est-à-dire que finalement les acteurs, les adhérents vont attendre de pouvoir envoyer facilement leur demande de prise en charge, facilement leurs factures. Et aujourd'hui, on en reparlera dans la digitalisation, mais on doit avoir une application mobile. C'est ça. J'aimerais insister qu'au-delà de la facilité de gestion du contrat, ce que va attendre le prospect, là on n'est plus dans l'adhérence, ce que va attendre le prospect, c'est la simplicité d'adhésion. Et ça, on le voit au quotidien, on échange même à titre personnel avec des chefs d'entreprise. Mhm. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est de pouvoir à partir de son smartphone faire adhérer son équipe, ses salariés. Et à mon avis, c'est aujourd'hui un facteur différenciant. On a vu, hein, sans citer de nom, des insurtech qui ont voilà, un peu conquis le marché, notamment sur des CCN collectives. Et la facilité de souscription est vraiment un facteur stratégique différenciant pour acquérir plus d'adhérents. Donc voilà, on voulait le partager aujourd'hui. En termes également de prévention et d'accompagnement. Les Français attendent de leur complémentaire santé qu'elle ne soit pas un simple payeur, mais aussi un acteur de la santé. Et ça va passer par des services de prévention, des bilans santé offerts, des ateliers nutrition, des coachings. Et même nous, à titre personnel, chez Actuelia, on organise la semaine de la qualité de vie au travail. Et il y a finalement, certaines activités qui ont été, et je crois que c'est le yoga, qui a été directement financé par la Oui, mutuelle. Donc voilà, vous devez être plus qu'un payeur et je pense que la majorité des acteurs se sont saisis de cette problématique, mais voilà, ça semblait important pour nous de se dire que ces services additionnels vont fidéliser vos adhérents et également améliorer l'image de l'assureur. Pour améliorer aussi l'image des assureurs, je pense qu'il y a tout un souci de transparence et de pédagogie. Alors, les réglementations aussi ont beaucoup aidé à ça parce que, oui. il est notamment obligatoire maintenant de transmettre et de communiquer sur le ratio prestations sur cotisation et sur le ratio frais de gestion à ses adhérents. Et puis même dans ce contexte inflationniste, dans ce contexte d'indexation tarifaire soutenue, Mm. je pense qu'il est important d'avoir une démarche pédagogique auprès de vos adhérents, et ça passera avant aussi par auprès de vos administrateurs sur la décomposition de la cotisation. Et il y a des complémentaires santé voilà, qui le font très bien en Oui. disant, voilà, sur 100 euros payés, il y a tant qui va à l'État. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on est aujourd'hui à 13,27. Ça peut Demain, on ne sait monter, pas demain, combien on ne on sait sera. pas. 13,27, ça, c'est sans compter le forfait médecin traitant. Donc ça aussi, il faut l'ajouter. Et puis de dire, bah, voilà, dans les prestations, il y a aussi les actions de prévention. Et c'est d'ailleurs, il y a certaines, et je crois certaines associations qui essayent, des associations de mutuelles, hein, qui essayent finalement de faire entrer les préventions comme des prestations. Mais ça, je pense que c'est bien aussi de le souligner auprès de vos adhérents. En tout cas, comme je le disais en introduction, c'est d'autant plus important d'être attentif à ces sujets qu'il y a le sujet de la résiliation infra-annuelle qui permet finalement aux adhérents de changer facilement, en tout cas plus facilement qu'avant, de complémentaire santé. Exactement. Alors, on voulait juste vous dire également un petit mot sur la digitalisation des usages et l'intelligence artificielle aussi dans sa globalité.
Parce que ça aussi, à mon sens, ça va être un facteur différenciant. Aujourd'hui, bon, beaucoup de structures ont des applications mobiles. Beaucoup de structures proposent la téléconsultation. Et on sent qu'il faut peut-être aller un peu Un plus peu plus loin loin, ouais. en intégrant dans vos process, en tout cas, en essayant d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos processus et de voir aussi comment vous pouvez l'utiliser. Alors, nous, on n'est pas spécialiste de l'IA avec Annelle. Par contre, nous, on est spécialiste des problématiques des complémentaires santé et Ouais. l'IA en fait partie. Et donc, on travaille avec un partenaire sur le sujet. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, l'enjeu, ça va être, et ce qui est sûr, et c'est ce qui peut en faire la difficulté de l'IA, c'est que le défi va être de réussir à intégrer ces nouvelles technologies tout en maintenant la confidentialité des données, la confiance de vos assurés, parce que bah, l'IA, ça peut faire peur et Ça peut faire peur, on ouais. peut le comprendre, et en conservant un contact humain de qualité. Alors, dans cette partie, hein, donc toujours dans la petite parenthèse avant d'annoncer les taux, on souhaitait aussi vous parler également de la fraude, parce qu'à notre sens, c'est un sujet qui est assez important. Et pourquoi? Parce que, d'une part, il y a une modification du comportement de certains assurés et de professionnels de santé à travers cette fraude, mais également une attente des assurés qui est ne pas payer pour les fraudeurs. Donc, ça fait plusieurs webinaires qu'on en parle, c'est vrai, mais les pouvoirs publics, les complémentaires santé, entre-temps, ont bien mûri sur le sujet, même si voilà, hein, il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, notamment des contrôles conjoints entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, mais c'est un sujet quand même qui est de plus en plus pris au sérieux. Donc, si on fait un petit état des lieux, la fraude aux complémentaires santé en France, elle a connu une augmentation assez significative ces dernières années. Et les postes qu'elle touche plus particulièrement, c'est ceux du 100% santé, donc le dentaire, l'optique et l'audioprothèse. Pourquoi c'est une préoccupation pour les complémentaires santé? Pour deux raisons. À la fois parce que la fraude, ça correspond à un pourcentage qui est non négligeable de vos prestations payées. On estime même on pourrait presque gagner un point de Un plus point de sur sûreté, donc c'est vraiment non négligeable. Mais aussi, et c'est ce que Camille disait un petit peu en parlant de l'IA, il y a des outils de plus en plus puissants qui existent pour détecter ces fraudes. Et donc du coup, les surcomplémentaires peuvent se sentir un peu moins démunis pour justement essayer de se prémunir contre tous ces systèmes de fraude. Sachant que les types de fraudes qui sont souvent réalisés, c'est par des professionnels et les techniques qu'ils vont utiliser, ça va être la surfacturation ou bien même la facturation d'actes non, enfin, d'actes fictifs, pardon. Et on verra aussi qu'il y a un autre type de fraude qui peut aussi être réalisé par les assurés. Mais si on vous donne quelques chiffres clés hein, pour vous démontrer à quel point ça commence à être pris au sérieux, c'est que l'assurance maladie, elle a intensifié ses contrôles et elle a détecté en 2024 quand même un montant record de 628 milliards d'euros de fraude, donc en hausse de 35% par rapport à l'année dernière. Alors attention, hein, il faut bien traduire cette augmentation. Cette augmentation de 35%, elle résulte d'une intensification des contrôles, donc d'une stratégie renforcée qui a inclus des moyens humains et des technologies beaucoup plus accrues, et également une politique de sanctions qui a été plus ferme envers les fraudeurs. Donc c'est vraiment cette intensification des contrôles et de sanctions qui vient expliquer cette hausse de 35%. Donc, si on vous donne quelques exemples de fraude notamment, donc là, comme je le disais dans la slide précédente, la création de sociétés fictives, l'usurpation de cartes vitales et de numéros d'assurés, blanchiment transfrontalier, fausses factures sur les équipements 100% santé, donc dentaire, optique, mais également et de plus en plus sur la médecine douce. Alors, avec le temps, c'est possible que cette liste, elle continue de s'agrandir, mais comme je le disais, il y a vraiment eu un renforcement des contrôles. Et en termes de sanctions, on a recensé quand même 21 centres de santé qui ont été déconventionnés. Et donc l'assurance maladie, elle prend vraiment des mesures beaucoup plus fermes contre des centres de santé qui sont impliqués dans toutes ces pratiques frauduleuses. Et c'est un sujet qui, à notre sens, bah, toutes les complémentaires de santé doivent s'en saisir parce que, comme on le disait, ça peut permettre un gain de prestation. Et donc, celles qui ne le feront pas, bah, finalement, elles seront un peu mises sur le côté et Oui. elles devront finalement mécaniquement reporter cette fraude sur sur leurs indexations tarifaires. Et ça créera finalement des différenciations entre une complémentaire santé qui a mis en place des actions contre la fraude et celle qui ne l'aura pas fait. Alors, on n'est pas spécialiste de la fraude avec Anaël. Par contre, on travaille avec une cinquantaine, alors je disais même sur ces sujets, une centaine Ouais, de des mutuelles. On mutuelles, a oui. pu échanger. Et donc, on a essayé ici de vous mettre
quelques recommandations. Alors, elles sont d'une part non exhaustives. On essaie qu'elles soient le plus concrètes possible, mais là aussi, nous, on travaille avec des partenaires spécialisés. Et notamment, ce qu'on aime, nous, dans nos partenaires, c'est qu'ils s'adressent à tout type de structure. Parce que parmi les recommandations, il y a par exemple se doter d'un outil de détection. Ces outils fonctionnent très bien, mais quand on est une petite structure, ben, ils ne sont pas adaptés. Pas adaptés dans le sens où en fait le coût de l'outil va être disproportionné par rapport au gain que ça va apporter. Et donc c'est pour ça que nous, on a essayé de contacter quelques partenaires qui travaillent avec des structures plus petites et sur lesquelles ils vont proposer finalement des solutions proportionnées et adaptées à la taille de la structure. En tout cas, à notre sens, les premiers éléments à faire, c'est dédier des ressources au traitement de la fraude. C'est dans la mesure du possible, et on sait que c'est compliqué, mais ça, c'est ce qui fonctionne bien, se doter de médecins conseils pour analyser les dossiers suspects, notamment sur le monde des dentistes, le monde des opticiens. C'est ça, Donc, vraiment, ça, 100% voilà, conseillé. c'est compliqué parce que bah, il y a peu de médecins conseils qui acceptent en fait de faire ce boulot-là, mais c'est ce qui fonctionne bien en pratique, c'est vraiment quelque chose de très efficace. D'essayer aussi d'établir et de maintenir une liste des professionnels de santé suspects. Là aussi, il y a des associations de complémentaires santé qui existent pour finalement partager ces listes-là, d'intégrer, et grâce, comme le disait Annelle, grâce à l'intelligence artificielle également et grâce à Mhm. la puissance aujourd'hui des modèles, des algorithmes qui permettraient de détecter plus facilement des éléments, des choses atypiques. J'ai par exemple l'exemple d'une mutuelle où en fait c'est une entreprise à l'île de la Réunion donc qui est adhérente et sur les 12 salariés de l'entreprise, 8 se sont refait faire leurs lunettes à Paris 9e. Donc ce qui peut être un peu étonnant. Donc, grâce aux algorithmes, on peut essayer, voilà, plus facilement de détecter ces prestations atypiques. De mettre en place également des mécanismes de dissuasion. Là, ce qu'ont pu faire certaines structures, c'est en fait, elles ont fermé les tuyaux de paiement automatique. Et donc, pour tout ce qui est optique, dentaire, elles ne vont pas, entre guillemets, payer à l'aveugle, mais elles vont demander des informations complémentaires. Là aussi, on peut former des gestionnaires. Alors, nous, on n'est pas dentiste, mais on sait par exemple que dans les feuilles de soins, il y a noté la dent qui a été soignée. Et donc, bah, par exemple, des exemples de fraude, c'est en fait bah, la dent une, tous les 3 mois, elle est soignée, alors qu'il n'y a plus de dents. Enfin, Ouais. voilà, des choses comme ça où avec un œil un peu avisé, on va réussir à détecter des fraudes. Et puis enfin, dernier élément qui, lui, n'est pas directement de la fraude, mais c'est le problème des ALD. C'est-à-dire, j'en parle à chaque webinaire, mais parce que là aussi, je sais que c'est un impact important sur les prestations et donc sur votre P sur C, c'est le fait que les hôpitaux ne topent pas systématiquement ALD lorsque l'adhérent est ALD. Et donc, finalement, c'est la complémentaire santé qui va rembourser, alors que ça aurait dû être l'assurance maladie. Donc, là aussi, parlez-en à vos Ouais. contrôleurs internes, parlez-en à vos services de gestion. Il y a un sujet sur le traitement des Des ALD. ALD, oui. Et comme je parle à l'hospitalisation, j'y pense là aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet ROC qui permettait de faciliter la facturation entre les hôpitaux et les complémentaires santé. Donc ça, c'est le côté positif du dispositif. Le côté négatif, et on m'en a parlé très récemment, c'est le fait qu'il va y avoir finalement une sorte d'optimisation possible pour les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tester des demandes de prise en charge, notamment sur la chambre particulière, pour voir quel est le montant maximum remboursé par les complémentaires santé. Donc soyez très vigilants si vous observez des hôpitaux qui font 2, 3, 4 demandes de prise en charge d'une chambre particulière dans la même journée. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire Sur la sur fraude. la fraude. Alors, on va passer maintenant bah, aux Au chiffres final, hein. au final. Bah, on va pas vous cacher que presque jusqu'à hier soir, on a encore modifié. Alors, à la marge, mais on a modifié un peu nos chiffres et on vous expliquera en conclusion pourquoi. Pourquoi? Alors, déjà, ce qu'il faut prendre en compte en santé, pour ne rien oublier, n'hésitez pas aussi à réutiliser les slides. Je pense que voilà, pour dire aux administrateurs ou même dans cet esprit de pédagogie envers l'assuré, qu'est-ce qu'on prend en compte quand on augmente les tarifs? On prend en compte, bien sûr, et ça c'est Annelle qui en a parlé, de l'évolution des frais de santé naturels et de la consommation médicale parce que, il y a de l'inflation, parce que les techniques en médecine évoluent et vont conduire du coup à des coûts plus élevés.
Également, ce qu'il y a à prendre en compte, hein, et ça, sincèrement, vous l'avez vu, c'était la partie la plus difficile cette année, la prise en compte des évolutions réglementaires qui seront annoncées notamment dans le PLFSS. Donc, nous, on échange très, très régulièrement avec des juristes et vraiment, ça nécessiterait presque d'avoir une boule de cristal. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'estimer au mieux, au regard de ce qu'a prévu le marché et au regard aussi bah, de notre intuition en tant qu'actuaire finalement. Le troisième élément, et lui qui va être, autant les deux premiers, ils sont communs finalement à tous les acteurs, Oui. le troisième élément, c'est la stratégie de redressement des résultats. Alors, stratégie, je dis stratégie, c'est déjà, il faudra regarder au regard de vos résultats 2025, et puis au regard de la stratégie d'indexation tarifaire et de segmentation de votre portefeuille. Il y a certains acteurs qui vont, alors de moins en moins quand même, mais qui vont avoir une indexation globale. Il y en a d'autres qui vont distinguer l'individuel du collectif. Et donc, voilà, selon votre stratégie, ça va impacter vos indexations tarifaires. Le montant du PMSS, donc comme j'en ai parlé, hein, là voilà, les acteurs ont l'air de parler d'une hausse autour de 1,9%. Donc l'idée, c'est vous de bien regarder dans vos portefeuilles déjà quelle partie de votre portefeuille est indexée en fonction du PMSS et d'appliquer cette hypothèse dans vos projections de cotisation. Et enfin, l'âge, c'est un sujet dont on a moins parlé dans la première partie Ouais. du webinaire, donc on voulait vraiment insister dessus dans cette conclusion. Il faut regarder vos structures de cotisation. Et donc, notamment en individuel, si vous avez des tarifs qui sont fixés, qui ne bougent, qui n'évoluent plus à partir d'un certain âge, ou si vous avez des tranches d'âge, il faut absolument vérifier l'évolution de l'âge moyen par an, parce que si votre portefeuille est en reneuf, ou en tout cas que l'âge ne se renouvelle pas, il va falloir intégrer un facteur, une hypothèse d'augmentation des tarifs liée à l'augmentation de l'âge de votre portefeuille. Alors, justement, si on regarde maintenant les chiffres, alors vous allez voir après, on a repris exactement la même Ouais. présentation que l'année dernière, les petites bulles, parce qu'on croit que vous, voilà, on sait que vous les aimez bien. Je sais aussi qu'il y a des commerciaux, des dirigeants, des fonctions actuarielles qui Qui les les réutilisent. réutilisent pour leur conseil d'administration. Ouais. Donc, bah, vraiment, vous allez avoir les slides à disposition. Donc, c'est avec grand plaisir. Et puis, en adaptant aussi avec les chiffres propres à votre À votre portefeuille. structure. Donc, premier élément, dérive naturelle des dépenses de santé et évolution réglementaire, qu'on estime entre 4,5 et 6,5. Très forte incertitude. Je le dis là, comme disait Annelle, on a essayé aussi de se fonder sur notre intuition. On l'écrit pas là, mais notre intuition, c'est qu'on est plutôt sur, à notre sens, sur la La fourchette fourchette haute. hausse. Ouais. Il y a quand même eu des communications autour de 4,5, donc il nous a semblé aussi important de le mettre, mais on pense qu'on est quand même sur la Sur le plus fourchette haut. un peu plus haute, et c'est d'ailleurs ce qui se traduira dans les indexations du marché qu'on va vous proposer. Exactement. Le deuxième élément, c'est les péages, comme j'en parlais, pour que vous ayez un ordre d'idée, mais là aussi à vérifier sur vos portefeuilles. C'est qu'en moyenne, entre allez, 25 et 50 ans, chaque année, les prestations augmentent de 2% avec l'âge. Par contre, après 65, voire après 70 ans, ce 2%, il est trop faible. On va plutôt être autour de 3%, 3,5%, notamment parce que les recours aux soins hospitaliers vont être plus importants. Troisième élément, l'inflation des frais. C'est important, on n'a pas encore parlé d'Orsa, mais vous allez voir que je vais le mentionner. L'Orsa, c'est la projection finalement de votre résultat l'année prochaine. C'est important d'intégrer dans les charges l'inflation des frais, que ce soit sur l'énergie, la masse salariale, vos locaux. Ça va aussi avoir un impact sur votre résultat et donc sur les indexations tarifaires. Troisième élément, le PMSS. Alors, on a mis 1,9%, on a mis un peu en gris hein, parce qu'il faudra Ça peut toujours changer. voilà, ça peut changer, c'est pas encore voté. Ça a l'air d'être faire consensus, mais si on passe d'1,9 à une année blanche, bah, ce sera zéro. Donc il faut faire attention à ces points-là. Et puis les résultats techniques de 2025, et ça, il faut regarder aussi en fonction de votre portefeuille. Alors, si on veut distinguer un petit peu ce schéma entre individuel et collectif, bah, pour l'individuel, on a bien tous les paramètres que Camille vient d'énoncer, sauf la notion de PMSS qui n'apparaît pas. Pour les contrats collectifs, là, c'est l'effet âge qui n'apparaît souvent pas, même si on tient à le dire, on peut quand même le vérifier parce que quand vous avez des entreprises dont les salariés n'évoluent pas, il va quand même y avoir un impact sur l'âge moyen de l'entreprise. Donc finalement, ça paraît pas non plus aberrant d'appliquer certaines fois un effet âge sur vos contrats collectifs, mais effectivement, c'est moins marqué que sur les contrats individuels. Mais sinon, on retrouve tous les éléments que Camille vient de présenter.
Et donc là, dans la slide d'après, on vous présente finalement l'indexation moyenne du marché qui part et des analyses techniques et aussi des benchmarks et des premiers retours qu'on a pu avoir. Et donc, sur la gauche, sur les premiers retours du marché, selon nous, les indexations tarifaires devraient se situer entre 5 et 7 hors FPH sur l'individuel et entre 6 et 7 y compris revalorisation du PMSS, sur le collectif. C'est sur le collectif, c'est assez cohérent avec les premières estimations du marché où il y en a eu beaucoup. Sur l'individuel, il n'y a peu eu de retour encore. Alors nous, Un on peu en a moins. un peu en off et on est plutôt dans cette fourchette-là entre 5 et 6. Ce qui a été alors marrant, je sais pas, mais étonnant, c'est que quand on parle avec des actuaires, hier aussi à l'occasion des journées du courtage, on est plutôt sur la fourchette haute. Et quand on parle avec des conseils d'administration qui n'ont pas encore voté mais qui sont en réflexion, on est plutôt sur la Une fourchette fourchette basse basse. de 5%. Voilà, il va falloir aussi vous trancher dans cette incertitude-là. Cette incertitude qui aussi a poussé certains acteurs à se réserver le droit de revoir les indexations en fonction du PMSS et en fonction de l'application ou non de la taxe. Donc là, voilà, on a plusieurs acteurs qui vont indiquer, soit dans leur règlement mutualiste, leur statut ou même les appels de cotisation, qui se permettent, qui se réservent en tout cas le droit de revoir la taxe, enfin de revoir, pardon, les indexations et les tarifs en fonction des évolutions réglementaires, notamment sur le PMSS et la taxe. Donc ça, on voulait vous le souligner. Ces tranches, notamment sur l'individuel, on sent des grandes disparités entre les Ouais, entre acteurs, les acteurs, ouais. particulièrement sur l'individuel. Mm. Et puis, bah, il faudra évidemment, et ça je m'adresse à la fois aux équipes commerciales et aux actuaires, on sait que la période d'indexation est souvent sujet de confrontation parce qu'effectivement, il faudra confronter l'approche technique avec l'approche prix, c'est-à-dire qu'il va y avoir un prix de marché Oui. et on comprend aussi qu'il faudra, pour essayer de s'insérer au mieux dans ce monde compétitif, bah, répondre à un prix de marché et non pas uniquement à une approche technique. En tout cas, je dis chaque année, il ne faut pas se tromper dans son indexation tarifaire. Et cette année, on a même voilà, essayé avec Annette de vous proposer une vision graphique que là aussi, vous pourrez reproposer pour avoir en tête que si en 2025, vous avez un ratio combiné de 97%, le même que 2024, mais qui s'explique parce que les indexations tarifaires de 2025 ont permis de couvrir la dérive des prestations. Si vous dites, bah, ah bah 97% en 2025, je suis à l'équilibre, j'indexe pas. L'année dernière prochaine, votre ratio combiné sera mécaniquement au minimum de 102%. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que si vous êtes à l'équilibre aujourd'hui, si vous n'indexez pas, compte tenu de la dérive naturelle des dépenses de santé, compte tenu des évolutions réglementaires, Réglementaire. vous serez en déficit l'année prochaine. Et donc ça, je pense que c'est important aussi de bien le visualiser et notamment d'utiliser, à mon sens, là, vos outils ORSA. C'est le moment de faire son ORSA, c'est le moment de projeter le résultat de l'année prochaine avec et sans indexation, avec et sans taxe, avec et sans évolution réglementaire, pour bien montrer les conséquences sur le ratio combiné et sur le résultat technique, qui sera du coup excédentaire ou déficitaire selon les choix qui seront faits à vos administrateurs, à vos directions. Donc là, c'est vraiment un rôle pour les fonctions clés actuarielles. La fonction clé conformité aussi est particulièrement finalement sollicitée cette année parce que on pensait dire que c'était une veille quotidienne, mais j'ai presque envie de dire que c'est une veille de chaque minute en ce moment sur les évolutions réglementaires. Donc, Ouais. en tout cas, bah, on voulait vous remercier pour votre fidélité. Profitez aussi de ce webinaire consacré aux indexations tarifaires pour vous dire qu'on a monté au sein d'Actuelia Ouais. une équipe de souscription. Donc, où je suis moi l'associée et Anaëlle la senior sur le sujet. Donc, au SNA, en dessous, une équipe de juniors qui peuvent être, qui d'ailleurs, certains sont mis en ce moment à Oui. disposition des équipes techniques pour absorber, aider à absorber les pics de souscription. On peut aussi, on réalise beaucoup de tarification en ce moment en interne suite bah, aux demandes de vos courtiers. Donc on réalise aussi des missions en interne. Et notre valeur ajoutée, bah, c'est qu'on a des consultants formés, disponibles et qu'on assure vraiment la traçabilité des travaux, des échanges fluides avec nos partenaires. Qui font qu'on a des collaborations qui sont très appréciées. Donc voilà,
dans ce pic d'activité sur cette fin d'année, n'hésitez pas à nous solliciter C'est si ça. besoin. Et avec plaisir pour vous aider et être à votre écoute. On en profite aussi pour vous parler de nos prochains événements qui sont imminents. On organise à partir de lundi matin la semaine des fonctions clés. Donc, c'est sur un format de webinaire, un webinaire par jour sur chaque fonction clé. Ça commence lundi avec la fonction clé conformité. C'est 2h30 de formation avec des experts. Et là, justement, on travaille avec nos partenaires. Lundi, j'anime la conformité, mais avec le cabinet actuariel et le cabinet Fromont-Briens, avec une juriste notamment. Et puis la semaine se poursuit avec les trois autres fonctions clés, là aussi avec notre partenaire actuariel. Donc voilà, n'hésitez pas à inscrire ou à partager à vos fonctions clés parce que le format 2h30 en webinaire plaît bien. Et puis on organise, alors là je m'adresse plutôt aux dirigeants effectifs, on organise en présentiel la journée des dirigeants effectifs le 30 septembre à Paris, là aussi avec des partenaires, notamment actuariel, un partenaire en réassurance. Donc, voilà, l'idée, ça va être de vous partager tous nos outils de pilotage à mettre en place pour un dirigeant effectif. Donc, on vous remercie pour votre participation. Vous avez été très nombreux, on a vu plus de 250 inscrits. Je vais essayer de voir les Le chat, questions. non, ça serait ici. Alors, une première question sur l'équilibre technique. Oui, ça prend en compte l'ensemble des frais, c'est-à-dire que à gauche, hein, je vois que le mail, la question date de 10h15, donc c'était sur notre premier slide avec les P sur C et les frais de gestion. Effectivement, ça prend en compte toutes les charges de prestations et de frais. Vous aurez bien sûr le diaporama qui sera transmis. Alors, Madame Prance, vous parlez d'1,5% évoqué par certains. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Entre, Ah, alors, c'est un peu plus haut, je pense. ah oui, pour la taxe, entre 4,5 et 6%. Alors, ça n'intègre pas la taxe, mais pour nous, et on espère en tout cas Canal, c'est que soit il y aura un transfert de charge, soit il y aura une taxe. Et donc, en fait, ce 6% de dérive en 2026, c'est y compris soit la taxe, soit y compris le transfert de charge. Mais voilà, on espère qu'on aura soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pour ça qu'avec des actuaires très prudents, parfois certains m'ont dit, Camille, je pense que les indexations tarifaires devraient être entre 7 et 8%. Parce qu'effectivement, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Non. Comme l'a dit Annelle, on est dans un contexte de déficit budgétaire assez important. Donc, on a cette incertitude-là, mais on espère que ce sera soit un transfert de charge, soit une taxe. Donc, on vous transmettra journée jeudi, voilà, dans les jours à venir, lundi au plus tard, les slides qui ont été présentés aujourd'hui. J'ai une bonne question et c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est quel indicateur utiliser pour mesurer l'inflation médicale hors évolution réglementaire? Nous, souvent, on va prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va plutôt regarder quel est l'impact des évolutions réglementaires. Et donc, un cas simple et qu'on fait, alors pas tous les jours, mais qu'on a fait beaucoup parce que ça nous a beaucoup été demandé, c'est de prendre l'intégralité, le ligne à ligne de vos prestations en consultation généraliste. Vous prenez le ligne à ligne. Cette année, la base de remboursement était de 30 euros et vous regardiez ce que vous auriez payé si la base de remboursement avait été de 26,50 euros. Et donc, ce delta-là, ça vous donnera l'impact des évolutions réglementaires à soustraire finalement à l'inflation générale et ça devrait vous donner du coup la réponse à votre question. Voilà, je ne sais pas s'il y a... Alors voilà, je vois une dernière question. Elle est les augmentations entre 6,5 et 8. Donc j'ai une question, je ne sais pas si tout le monde est libre, mais il faut passer des augmentations entre 6,5 et 8. Honnêtement, ça risque de ne pas passer auprès des adhérents. C'est pour ça que nous, on a un peu minimisé les indexations. On a plutôt proposé entre 5 et 7 et entre 6 et 7. Mais on a des grandes disparités aujourd'hui entre les acteurs Eh qui nous oui, ont communiqué. Il y en a certains, je ne vous le cache pas, hier, qui m'ont communiqué un 2% et d'autres qui m'ont communiqué un 8%. oui. Donc, il va y avoir des disparités et c'est pour ça qu'on avait voulu aussi insister sur les attentes de vos adhérents, sur le souci aussi sur le souci de transparence et de pédagogie vis-à-vis du montant d'indexation tarifaire que vous allez annoncer.
Alors, pour les fauteuils roulants, quel est l'impact des modifications des fauteuils roulants entre l'achat et location? Alors, il faudrait voir. Nous, on a voulu en parler parce que aujourd'hui, sur les fauteuils roulants, c'est l'assurance maladie qui prend intégralement en charge. Mais dans ce contexte de déficit budgétaire, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un transfert de charge sur ce poste-là. Oui, Donc mais là bon, aussi, sollicitez votre fonction clé conformité. je crois qu'on a Je répondu crois à qu'on a tout. répondu à toutes les questions. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. J'espère que, voilà, que ça, ce webinaire vous a Ben éclairé oui, on et espère. vous permettra de vous aider dans vos indexations. En tout cas, on a été ravis de Ravi, ouais, l'animer. de l'animer. N'hésitez pas à nous contacter si besoin.